Merci beaucoup. On va rester dans l'énergie avec vous, Vincent Artero. On a beaucoup de chance, enfin, on est très heureux d'accueillir tout le monde, mais vous êtes à la pointe de ces travaux de recherche en matière de, pour faire simple, de photosynthèse artificielle, mais on peut aussi parler d'énergie solaire, tout simplement. Merci beaucoup de partager avec nous un petit peu l'état des lieux sur là où vous en êtes et sur ces enjeux qui sont devenus des enjeux internationaux, sur une compétition qui s'ouvre en matière de photosynthèse artificielle. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous, merci de l'accueil à Biomime Expo. Et effectivement, je vais vous parler de photosynthèse artificielle avec un titre un peu provocateur, une technologie bio-inspirée pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Alors, les accords de Paris stipulent que l'on va essayer de tout faire pour soutenir les efforts afin de limiter, si possible, l'augmentation de la température en deçà des 1,5 degrés. Vous voyez avec ces spirales que l'on est bientôt à 1 degré de réchauffement climatique par rapport aux époques pré-industrielles et que l'on a consommé la quasi-totalité du budget carbone qui nous est alloué pour se maintenir en dessous de cette limite. Alors, toutes les analyses du GIEC disent que d'ici 2060, il faut à la fois arrêter de rejeter du CO2 dans l'atmosphère à partir des carburants fossiles, mais également commencer à développer de manière massive des technologies d'émissions négatives, c'est-à-dire de capture du CO2 atmosphérique. Alors, ceci dans un contexte où, donc en Europe, plus de 80% de notre énergie vient des ressources fossiles, que finalement 90% de ces ressources fossiles servent à la production d'énergie, notamment pour le transport, mais également pour notre industrie et pour nos maisons, que le reste, c'est la production des produits chimiques que l'on utilise également, et que le constat est le suivant, les carburants liquides que nous utilisons tous les jours, tous, sont assez idéaux pour stocker et transporter l'énergie de par leur grande capacité énergétique, volumique et massique. Dans certaines applications, notamment pour l'aviation, vous imaginez bien qu'ils sont quasi irremplaçables, alors même que c'est un secteur qui a pris l'engagement de diminuer d'ici 2050 de moitié ses émissions de CO2 par rapport à le début des années 2000. Alors, il y a quand même quelques bonnes nouvelles dans le paysage actuel. D'une part, on reçoit énormément d'énergie solaire, directe ou indirecte via l'énergie éolienne en Europe. Et finalement, il suffirait de savoir convertir et stocker 0,3% de l'énergie solaire incidente en Europe pour pouvoir faire fonctionner notre économie comme elle fonctionne à l'heure actuelle. Ce sont des chiffres pour l'Europe qui sont environ 10 fois plus importants que les chiffres mondiaux, parce que si vous intégrez au niveau mondial, c'est 0,05% de l'énergie solaire incidente qu'il faut savoir stocker. La deuxième bonne nouvelle, c'est que si vous regardez les prix de revient de l'électricité par des méthodes renouvelables, qu'il s'agisse des technologies éoliennes, wind en bleu ou solaire, solar en jaune, vous voyez que le prix de revient depuis cette année sont en dessous des coûts de revient en utilisant la ressource fossile la moins chère, c'est-à-dire le gaz naturel. Et si vous combinez ça avec le développement qui s'intensifie du stockage électrochimique dans des batteries, on le voit tous avec les vélos électriques, les véhicules électriques qui commencent à devenir des batteries, on commence à pouvoir acheter des batteries en plus grosse capacité, on s'attend à pouvoir intensifier l'électrification de notre économie avec des chiffres, alors ça dépend des experts, entre 20, 30, 40%, notamment pour prendre en compte le stockage journalier, c'est-à-dire en fait savoir stocker l'énergie solaire qu'on a dans la journée pour pouvoir l'utiliser dans la nuit. Alors bien sûr, ça ne suffira pas pour passer à une économie 100% renouvelable, notamment à cause du stockage de plus grande durée et notamment le stockage saisonnier. Et c'est là que l'on peut s'inspirer, c'est un bien grand mot, de la nature, puisque vous savez que les plantes, arbres ou graminées, mais aussi les algues, savent collecter, convertir et stocker l'énergie solaire sous forme d'énergie chimique pour produire leur carburant dans la sève élaborée, pour faire des réserves d'énergie dont on profite, on aime bien profiter pour se nourrir, pour fabriquer toutes les molécules dont elles ont besoin pour se parfumer et pour se maquiller, et puis également pour produire des matériaux de structure comme le bois.
Alors, la photosynthèse artificielle, finalement, c'est un terme que j'utilise de manière générique pour englober toutes les technologies qui vont permettre la collecte, le stockage, la conversion et le stockage de l'énergie solaire sous forme de molécules. Et en fait, on en parle essentiellement pour la production de carburant. C'est pour ça que Alain a placé cette présentation sous le thème de l'énergie, qu'il s'agisse du recyclage du dioxyde de carbone et la production de carburant liquide, dont je vous ai dit que pour certains, ils seront indispensables, ou la production d'hydrogène pour alimenter une économie de l'hydrogène qui a l'avantage d'être circulaire par nature, puisque l'on peut produire l'hydrogène à partir d'eau et que la combustion de l'hydrogène dans les piles à combustible va reproduire de l'eau. On peut également utiliser les mêmes technologies de photosynthèse artificielle pour produire des produits chimiques, par exemple nos engrais, mais également des polymères, et ces polymères peuvent être également des matériaux de construction. Alors il y a à l'heure actuelle deux grandes initiatives au niveau européen qui s'appellent EnergyX et Sunrise, et qui vont bientôt d'ailleurs converger sous un nom qui pour l'instant est Sunergy, qui a été mis au vote. Et ces deux initiatives visent à développer une feuille de route et une vision au niveau européen, de manière à savoir utiliser ces énergies renouvelables, solaires et éoliennes, des petites molécules de la biosphère, de l'atmosphère ou de l'eau, de manière à pouvoir produire tous nos carburants et nos produits chimiques dont nos sociétés ont besoin. Alors, la feuille de route, je ne vais pas vous la détailler. En fait, elle inclut, comme vous le voyez, la capture du CO2, notamment atmosphérique, mais également la production d'hydrogène qui peut soit servir directement de carburant, soit d'intermédiaire de synthèse pour produire l'ammoniac dont on se sert dans nos engrais, ou tous les produits carbonés dont on a besoin pour faire des carburants ou pour faire des produits chimiques. Alors, en fait, cette feuille de route va englober 4 grandes technologies. La première, c'est l'électrolyse, couplée à la génération d'électricité photovoltaïque ou éolienne. La seconde, c'est un processus direct de photoélectrocatalyse. La troisième, c'est l'augmentation des performances des systèmes biologiques photosynthétiques. Et tout ça va être couplé avec la catalyse thermique, qui est peut-être la technologie chimique que nous maîtrisons le mieux à l'heure actuelle. Alors, par exemple, pour l'électrolyse, il y a deux grandes technologies d'électrolyse. Électrolyse à membrane échangeuse de protons à gauche et électrolyse alcaline à droite, qui peuvent d'ores et déjà, comme je vous le montre sur des exemples, peuvent être couplées à de la production d'électricité photovoltaïque. Et en fait, dans ces deux types d'électrolyse, en fait, la problématique, c'est de trouver de nouveaux catalyseurs pour des réactions nouvelles, comme la réduction directe du dioxyde de carbone, ou des catalyseurs alternatifs aux platines. Et c'est là que la bioinspiration peut apporter sa pierre à l'édifice. Et par exemple, en modélisant, en imitant la structure de sites actifs d'enzymes, comme les hydrogénases qui sont présentés en haut à gauche, vous pouvez mettre au point des catalyseurs que l'on va appeler bioinspirés, qui vont être capables d'activer, de favoriser la formation de la liaison HH qui va générer donc la molécule d'hydrogène en contrôlant l'environnement précis autour du centre métallique catalytique, ici le nickel. Et vous voyez que l'on peut élaborer des catalyseurs qui ont des activités catalytiques qui sont similaires à celles du platine pour le même nombre environ de sites actifs disponibles. La deuxième technologie dont j'ai parlé, c'est la photoélectrocatalyse. On veut essayer, dans un seul dispositif, de combiner la technologie photovoltaïque et l'électrocatalyse. Ce sont des technologies qui se développent depuis les années 70, mais le problème, c'est d'arriver à avoir à la fois l'efficacité, la stabilité et le bas coût au sein d'un même dispositif. On arrive, par exemple, à avoir des dispositifs très efficace, avec 19% de rendement solaire vers la production d'hydrogène, mais avec des matériaux qui sont très chers. On peut avoir des matériaux bas coût et relativement stables, mais avec des rendements de moins de 1%. Ou on peut encore, et c'est ce qu'on développe à Grenoble dans mon laboratoire, combiner des photosensibilisateurs et des catalyseurs moléculaires au sein de dispositifs. Et là, vous voyez que si le coût est très bas, potentiellement très bas, en fait, on a des rendements qui sont très très faibles et des stabilités qui restent encore améliorables. C'est à ce niveau-là que la bioinspiration peut permettre d'améliorer les dispositifs.
si l'on s'inspire des membranes photosynthétiques, on peut arriver à contrôler l'arrangement supramoléculaire entre les photosensibilisateurs en rouge et les catalyseurs en bleu, de manière à optimiser les transferts électroniques et donc, in fine, la performance de ces dispositifs photoélectrochimiques. Vous voyez à gauche, pour vous, oui, à gauche, que les photosensibilisateurs en rouge vont être capables, dans certains cas, de s'assembler autour du catalyseur en bleu et que tout cela va faire des membranes auto-assemblées qui vont ressembler de manière assez proche aux membranes thylakoïdes qu'on va retrouver dans les organismes photosynthétiques. Et en s'inspirant de ces systèmes, on peut améliorer les performances de ces systèmes. Alors ces systèmes, justement, les systèmes naturels, les organismes photosynthétiques, on peut les optimiser en utilisant l'ingénierie métabolique, la biologie de synthèse, de manière à diminuer les coûts de production. Ça, c'est des systèmes avec lesquels on est d'ores et déjà capable de produire 10 tonnes de carburant liquide par hectare. Bon, bien sûr, il faudrait augmenter encore les performances. Et vous voyez que, typiquement, ces organismes savent produire des gouttelettes lipidiques, des gouttelettes d'huile que l'on voit révélées par la fluorescence du rouge de Nil, comme ces petites boules jaunes qui sont en fait des réserves de carburant dans ces organismes photosynthétiques. On peut envisager d'augmenter encore la performance de ces organismes en dépassant les limites de la photosynthèse naturelle, en équipant les bactéries ou les organismes photosynthétiques avec des petits panneaux solaires artificiels. Je pense ici à ces nanocristaux photosensibles, c'est ce qu'on appelle les quantum dots, qui peuvent venir décorer la surface de la bactérie et donc fournir de l'énergie à la bactérie lorsqu'elle est éclairée. Et on peut envisager de modifier la catalyse, la chimie à l'intérieur de ces bactéries en incorporant à l'intérieur de ces bactéries des systèmes catalytiques synthétiques. Alors le grand intérêt d'utiliser les organismes naturels, c'est qu'ils sont d'ores et déjà capables de capturer, d'absorber le CO2 atmosphérique. Et donc, il va falloir que l'on s'inspire du système de ces organismes naturels. Vous voyez qu'il y a différents mécanismes d'absorption du CO2 suivant le type de plante ou d'algue que l'on peut étudier. Et en s'inspirant du mécanisme que ces différents organismes mettent en œuvre, on commence en fait à développer des systèmes où on intègre à la fois la capture du CO2 et sa conversion. C'est la flèche verte que vous voyez sur le schéma de droite. Et en fait, ce processus direct est beaucoup moins énergivore que la capture, puis la désorption, la compression et enfin la conversion du CO2 qui est indiqué par les couches, par les flèches en noir et qui sont à l'heure actuelle les technologies mises en œuvre dans le cadre de la capture, de la Carbon Capture and Storage, CCS, qui est en fait l'alternative développée aujourd'hui pour limiter en fait l'impact énergétique. L'idée étant in fine d'aller enfouir le dioxyde de carbone dans des couches géologiques profondes. Il pourrait être beaucoup plus intéressant d'un point de vue énergétique et également écologique de directement réutiliser ce dioxyde de carbone pour en faire par exemple des matériaux de structure qu'on pourrait utiliser. Voilà, j'en ai terminé. Je pense que l'inspiration, vous en êtes tous convaincus, est dans la nature, que c'est à notre charge, que la mise en œuvre des solutions nous incombe et qu'en fait, il faudrait peut-être pas trop attendre. Si vous voulez voir quelques réalisations du Labex Arcan en termes de dispositifs, vous pouvez aller voir le stand qui est à la sortie à gauche. Merci. Merci beaucoup, Vincent Artero. Merci beaucoup pour cette présentation. On sent bien l'importance de l'enjeu et la puissance de cette réponse inspirée du vivant. On peut prendre une ou deux questions de la salle. J'en ai une pour ce qui me concerne. C'est comment travaillez-vous actuellement là, au stade de développement où vous en êtes, avec les industriels ou avec d'autres partenaires pour avoir un peu une idée de l'échelonnement et de la capacité au changement d'échelle entre la recherche et l'application industrielle. Juste un mot là-dessus, s'il vous plaît. Alors, si j'étais venu à Biomime Expo 1, j'aurais dit qu'il n'y a quasiment aucune interaction entre les industriels et les acteurs académiques. Et cette année, je peux dire que depuis
1 ou 2 ans, on voit un intérêt croissant de grands groupes. Je ne sais pas s'il faut les citer, mais Siemens, Total, Engie, Air Liquide, tout ça, ce sont des groupes qui s'intéressent à la question. Et notamment dans le projet Sunrise dont j'ai parlé, Siemens, Engie, pour ne parler que de deux grands groupes européens, sont partenaires. Et en fait, via des discussions avec eux, on peut justement établir cette feuille de route. Parce que en fait, les acteurs académiques pourraient établir une feuille de route en fonction de ce que nous, on avait envie de faire dans les laboratoires, de nos problèmes scientifiques, mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et en fait, les contraintes et le réalisme des acteurs industriels, mais également leur volonté d'y aller, nous poussent également. Donc ça peut réorienter un petit peu certaines des solutions, c'est l'objectif, mais ça, c'est en train de prendre. Merci beaucoup. Une question dans la salle. Oui. Oui, bonjour. Je voudrais savoir comment se fait-il qu'on n'utilise pas des panneaux photovoltaïques de diamant noir. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Alors ça dépasse... alors le diamant noir, ça dépasse mes... Oui, le rendement des panneaux photovoltaïques dépasse les 40%. Et c'est un budget européen qui a permis à plusieurs entreprises de le réaliser. Et bizarrement, on ne le développe pas. Alors je voulais savoir pourquoi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Je ne peux pas répondre. 40%, on est proche de la limite thermodynamique. Hein. Oui, mais avec une simple jonction, bon. Oui. Alors ça, je profite, j'adore, parce que la différence entre un chercheur et un politique, c'est qu'un politique aurait répondu à votre question. Le chercheur ne sait pas. Il dit je ne sais pas. J'adore. Merci beaucoup. J'ai appris, Vincent, juste pour préciser que effectivement, j'avais beaucoup associé ça à l'énergie. Mais il y a aussi, d'une certaine manière, de la chimie bio-inspirée de la photosynthèse artificielle. Les aspects de chimie, c'est effectivement peut-être la cerise sur le gâteau, parce qu'en termes de quantité d'énergie nécessaire, comme je l'ai dit, c'est un ordre de grandeur plus faible. En termes de dioxyde de carbone stocké ou nécessaire à la production chimique, c'est également 1 voire 2 ordres de grandeur plus faibles. Par contre, c'est là où peut-être les profits vont pouvoir être le plus rapides. Donc, pour installer une technologie, c'est peut-être là qu'il faut commencer. Et également, cette chimie peut permettre de développer... Parce que quand on parle d'énergie, finalement, la capture et la valorisation finale du dioxyde de carbone n'intéresse pas l'énergie. L'énergie, c'est ce qu'on dépense quand on brûle le carburant. Mais la chimie peut permettre de trouver une valorisation à cette capture du dioxyde de carbone final, et donc une incitation du marché à aller vers ces technologies. Est-ce que ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler la chimie douce, ou je dis une bêtise? Ou c'est encore autre chose? Non, on va parler de chimie solaire. Mais non, la chimie douce, c'est autre chose. Alors, la chimie douce, c'est un terme très générique qui vise à faire des réactions dans l'eau à des températures faibles, en évitant justement... Enfin, de chimie manière... solaire, c'est joli. Chimie solaire, c'est joli. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Vincent Artero. On peut l'applaudir. Merci beaucoup.